je suis en tout cas directement très heureux de vous parler, chers amis, aujourd'hui d'un sujet qui va s'afficher comme il faut. Le voilà. Les biais cognitifs, vous avez pu peut-être en entendre parler ou peut-être pas. Le message qui est en dessous est le principal point sur lequel je voulais insister, c'est enseigner-les à vos équipes. Mais commençons d'abord par gérer cette expression qui est connue de certains et pas d'autres. Elle est assez... elle est assez... Veuillez m'excuser. Voilà. Je veux juste faire disparaître un peu les photos que j'ai devant moi parce que je ne suis pas familier de ce système et je voudrais les enlever. Bon, j'y arrive pas, c'est pas... Donc, deux mots avec des définitions. Donc, un biais, tout le monde à peu près a dû en entendre parler. Quelque chose qui vient un petit peu de côté. Le verbe biaiser est un peu un verbe négatif. Ça exprime une ruse inattendue dans une relation. Et ça va effectivement un petit peu impacter cette thématique qui est considérée plutôt comme une thématique négative qu'une thématique positive. Mais elle ne le sera pas pour nous. Elle ne le sera pas pour nous, ce sera le contraire. Cognitif, qui donc s'ajoute à biais, ça vient de cette bonne vieille expression, si je suis, c'est parce que je pense, donc c'est le cogito, et c'est ce qui simplement définit la pensée, non pas n'importe laquelle, la pensée qui a à voir avec l'action, qui a à voir avec la compréhension. Donc les biais cognitifs, ce sont en fin de compte quelque chose qui est légèrement décalé. On pourrait faire autrement, on pourrait ne pas les voir en action, mais il se trouve qu'ils sont là. Voilà pour la définition générale des biais cognitifs, et ça a trouvé force et vigueur il y a maintenant une bonne vingtaine d'années en psychologie. On les a vus apparaître et être enseignés. Donc nous allons les réapprivoiser et voir ce que dans la relation à l'entrepreneuriat on en peut faire. Je vais prendre des exemples, deux pour commencer et un troisième qui vont nous accompagner tout au long de cette bref chronique qui est sur 15 minutes, un petit peu moins. Le premier exemple est celui-ci. Prendre le chemin le plus long. Alors ça peut être quelque chose lié au déplacement. Vous prenez physiquement le chemin le plus long. Ça peut être en général lorsque vous bâtissez un raisonnement, par exemple, vous êtes dans de la conduite de projet, eh bien, vous allez exprimer l'ensemble du projet, l'ensemble de ce qui peut en sortir, jusqu'où ça peut aller. Donc, vous allez soutenir le propos assez longtemps. Donc, et ça vous plaît. Vous sentez quand vous aimez bien faire ça, même si tout le monde n'en est pas toujours convaincu. Un autre biais, et celui-ci, on remarque que vous marchez beaucoup plus vite que tous les autres dans votre entreprise, entre deux bureaux, vous cavalez sans arrêt. Et c'est votre manière de faire. Des fois, vous vous dites que peut-être vous pourriez faire autrement, que ce n'est pas forcément la meilleure chose. Donc, on a là deux exemples assez simples. Le troisième que j'ai forgé est celui-ci. Il y a un repas tous les trimestres de l'entreprise. C'est une petite entreprise, il n'y a pas beaucoup de monde, donc ça se fait chez les uns ou chez les autres. Quand c'est votre tour, alors le vous que je prends est un vous imaginaire, hein, donc c'est pas forcément directement chacune ou chacun d'entre vous, c'est un vous de l'exemple. Vous vous rendez compte qu'à chaque fois, systématiquement, vous ferez trop de courses et à la fin de la soirée, votre maison sera un recouvrement de tous les espaces horizontaux de plats, d'assiettes, avec des denrées, des plats cuisinés qui sont consommés à moitié ou au tiers. Et vous-même serez en train d'essayer d'emplir des tupperwares pour les donner à ceux qui sont venus et qui ont participé à ça. Et vous étiez certain que ça allait arriver comme ça. Donc, vous avez une conscience quelque part de ce biais, mais ça vous fait jubiler, vous aimez ça, malgré tout. Vous n'arrivez pas à vous en défaire. Voilà 3 exemples, et nous allons maintenant
après avoir donc rappelé là où nous nous trouvons, dans ce décalage, après avoir rappelé que souvent, en psychosociaux, on a essayé les biais comme un outil de critique comportementale, dire qu'il fallait s'en dispenser, que la vérité devait s'approcher directement, qu'il n'y avait pas à tortiller comme ça avec des choses qui n'allaient pas droit au but, et que ça pouvait d'ailleurs dénoter une volonté de ne pas être juste ou exact ou précis suffisamment dans l'action. Donc il y a une critique assez forte autour de ça, qui n'est pas totalement infondée. On peut imaginer des biais qui soient des biais très négatifs, mais par ailleurs, ça ne me semble pas être ce que je veux mettre en relief. Ce que je veux partager avec vous, c'est cette dernière phrase. Le style doit s'exprimer, et celui-ci se construit notamment avec des biais. La vérité n'apparaît pas toute seule, elle apparaît costumée, et c'est quelque chose qui me semble être important. Avançons donc maintenant à partir de cette proposition, reprenons nos exemples, gardons l'idée de ne pas... il y a un avion qui passe au-dessus, je ne sais pas si ça gêne. Non, ça ne gêne pas. Donc, les biais n'abîment pas la réalité. Donc, dans un premier temps, on ne va pas les modifier dans la lecture des exemples. On peut seulement peut-être imaginer qu'on puisse en diminuer l'intensité. Donc, on les accepte comme constitutifs du style. On ne veut pas leur faire de mal, mais si des gens en qui vous avez confiance, par exemple dans votre entreprise, semblent manifester que ça c'est bien comme façon de se comporter, mais c'est peut-être un petit peu trop, eh bien vous en diminuez l'intensité. Au contraire, vous accroissez. Il y a des biais en restriction. J'ai tendance à prendre des biais en excès, mais il y a des biais en restriction aussi, bien sûr, qui apparaissent. Et on vous dit 10 ans un peu plus, tu n'es pas assez 10 heures, tu prends des raccourcis sur des choses qu'on est supposé savoir, mais on ne les sait pas, etc., etc. Donc, regardons maintenant au plan professionnel. Reprenons ces 3 exemples. Je vais d'abord les citer à nouveau avec la relation que j'y vois, puis nous allons regarder ensemble cette relation en voyant ce que nous en pouvons faire. Le premier, celui qui était donc de prendre toujours un chemin un petit peu plus long, je vais le corréler à notre relation à la stratégie. C'est apparu déjà quand je l'ai présenté. Je crois que ce n'était pas très caché. Le deuxième, celui qui dénotait la capacité, l'envie, l'habitude de courir toujours entre les bureaux plutôt que de marcher, et puis de manière générale donner cette impression de cavaler, je vais le regarder en relation avec la mise en œuvre en général d'une action d'entreprise, et la prod en particulier. Le troisième, celui où votre maison est couverte de plats cuisinés, va m'interroger sur la relation à la gestion, au management. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ces biais, si on est associé à quelque chose et qu'on ne connaît pas encore les gens, théorème, on peut arriver à en savoir un petit peu sur nos interlocuteurs, bien qu'ils ne nous aient rien dit, bien que nous n'ayons pas encore échangé au plan professionnel, on peut savoir des choses. Prudence, hein, prudentia sapienta mater est, il faut faire attention. Il faut faire attention, évidemment, à ne pas partir dans des délires, mais malgré tout, il faut aussi se donner la capacité à dire que ça indique, c'est ce que nous allons faire maintenant. Après, si on prend un chemin le plus long, gardons l'image de la voiture avec laquelle on est en train de rouler. Cela veut dire que l'on considère que stratégiquement, quand on fait quelque chose, il ne faut pas aller tout de suite à la volonté du résultat, mais qu'il est peut-être plus intéressant de musarder un peu, de se balader dans l'histoire, de laisser des informations apparaître auxquelles on n'aurait pas pensé plus tôt, justement en se donnant le temps, de constituer quelque chose de plus général, donc d'avoir une pensée qui construit comme ça son projet ou sa stratégie. Il y a aussi une relation à l'esthétique, quitte à être pris dans des embouteillages autant que ce soit dans de jolis endroits. Si vous fonctionnez comme ça,
si vous avez ce biais, c'est très bien tel qu'il est. Simplement, cela implique que vos stratégies sont générales et que donc s'il y a à les appliquer, il faut que vous ayez d'excellents tacticiens avec vous dans votre offre de personnel ou de collaborateurs ou d'associés. C'est-à-dire que vos stratégies seront très générales, très efficaces probablement, mais il va falloir les découper en éléments de tactique qui soient plus clairement identifié. C'est pas votre histoire quand vous êtes comme ça, vous voyez ça d'un petit peu plus haut. Bon, donc ce n'est pas un défaut, simplement ça le deviendrait si on n'en était pas conscient. Le deuxième exemple entrepreneurial, c'est celui de cette course entre les bureaux, et donc vous avez tendance à prendre le dernier métro. Alors, prendre le dernier métro, c'est très bien, ça permet d'avoir de longues soirées, mais si ce jour-là, il n'arrive pas, aussi il est en panne, votre vie est difficile. Donc, la difficulté qui apparaît dans ce biais saute assez vite aux yeux. Elle crée plusieurs soucis. Si vous êtes en production au dernier moment et qu'il y a un incident fort, vous vous inventez des goulets d'étranglement aussitôt, et Jean-Christophe nous a suffisamment parlé de cela pour qu'on y soit sensible. Et puis en plus, vous créez des rythmes qui sont toujours des rythmes à flux tendu, ce qui n'est pas pour votre santé. Patrick nous en aura parlé déjà, notamment la semaine dernière. Donc on est là dans un biais qui demande à être retravaillé. Donc il faut garder cette espèce de... Certes, la capacité à décider dans l'urgence à la dernière minute, par exemple enseigner en stratégie militaire est quelque chose d'important, mais pour autant, il ne faut pas que ça devienne la norme, il faut que ce soit une réaction à la réalité quand elle se manifeste et qu'on n'a pas d'autre choix, mais il ne faut pas créer cette absence de choix-là. Donc, un conseil pour être celui-ci, quand vous avez un biais, si vous pouvez trouver un biais qui est dans le miroir, ça contraposé, c'est quelque chose qui a à voir mais qui n'est pas le même, ça peut vous permettre d'avoir moins avoir envie d'utiliser le premier. Par exemple, celui-ci que j'appelle « des fois on ne sait pas où je suis », ça veut dire qu'à certains moments, personne dans l'entreprise ne sait où vous êtes. Il ne faut pas que ce soit fréquent, mais on ne sait pas où il est, on ne sait pas où sont ses rendez-vous. C'est la version calmée du précédent. C'est-à-dire, au lieu de courir tout le temps pour ne pas être vu, en quelque sorte, et pour constamment avancer, mais sans avoir le temps de se poser, dans celui-là, dans ce biais-là, volontairement, vous disparaissez un petit peu, il ne faut pas que ce soit trop long, et vous verrez que ça vous permettra, quand vous faites ça, ce que vous ressentez dans cette légère transgression de la gestion de l'emploi du temps, d'habitude, doit être connue ou accessible, vous allez voir qu'elle va calmer l'autre en partie et vous courez un petit peu moins. Dans mon imaginaire quand même, ce sont des personnages un petit peu idéalisés, on verra dans la réalité qu'il faut aussi peut-être compléter d'autres adaptations, mais c'est pas mal d'avoir un biais contraposé des biais difficiles. En clair, vous connaissez tout ça, si vous fumez trop, grignotez quelque chose, si vous grignotez trop, allumez une cigarette, je ne sais trop, on a toujours créé des biais complémentaires. Il ne faut pas que le biais complémentaire soit plus gênant que le premier. Pour le troisième exemple, on est toujours en plan entrepreneurial, mais on passe plus à la psychologie. Que se passe-t-il quand j'ai envie comme ça de partager, d'acheter trop, de donner aux autres? On voit très bien que dans ce cas-là, il y a une symbolique qui est importante et on a envie que le repas que l'on a eu l'occasion de partager devienne comme quelque chose qui perdure dans la distance. On est intéressé par les produits évidemment que l'on propose ou que l'on achète, mais c'est l'écosystème global que nous constituons avec les autres qui a son relief, et c'est cela qui semble intéresser ce biais cognitif. Un écosystème, des gens constitués, une culture peut-être commune, des émotions. On voit poindre le bout du nez de l'intelligence émotionnelle dont nous pourrions parler à une autre occasion, qui est là. Ça veut dire que vous fonctionnez de cette façon-là. Donc, c'est bon à savoir et c'est bon de l'appliquer directement plutôt que de faire vivre simplement des Tupperware
avec de la nourriture qu'on y met, c'est plus intéressant d'avoir compris comment on fonctionnait et translater ce biais sur quelque chose d'autre de manière consciente. Voilà donc pour le troisième exemple. On est donc parti de la définition de biais. On a vu qu'on pouvait positivement associer notre réalité à ces biais, qu'ils définissaient notre style. On a vu que très vite, on pouvait comprendre un fonctionnement professionnel en partie, avoir quelques idées, quelques indications de ce qu'était ce comportement professionnel grâce à ces biais qui ont l'air d'être d'ailleurs au début à la réalité d'entreprise et dont on voit qu'ils sont complètement inclus. Ça a pas mal d'autres intérêts. Ici, on nous dit qu'on a plus d'informations dans le monde qui nous entoure. C'est-à-dire que à partir du moment où vous laissez vivre cela, vous aurez des points de vue qui vont apparaître, des nouveautés, des façons de regarder qui vont s'enrichir. C'est très probable. Il y a plus d'informations dans l'information. C'est dans le système d'information. Il n'y a aucun doute là-dessus. On voit comment il se déroule. Donc, et c'est la dernière diapo. Pour donner un statut à nos biais, c'est bien de les enseigner à ces équipes. Alors, les enseigner, il ne s'agit pas d'établir un enseignement structuré avec cela. Il s'agit au hasard du fonctionnement, les montrer parce que les gens vont les adopter assez spontanément. Vous savez, quand la culture d'entreprise se met en place, elle se modèle sur les dirigeants de manière assez nette et pendant très longtemps. On a des répercussions qui peuvent durer des années. L'exemple peut-être le plus connu est celui de Renault, où le fondateur, le jeune garçon qui avait fondé cette société, et on est à peine à la fin on a la peine au début du XXe siècle, construisait des voitures une par une et ne voulait jamais construire deux fois la même voiture. Elle devait être à chaque fois différente. Et cela est resté éternellement dans l'entreprise. Renault a proposé le plus d'options dans ses modèles pendant des années où il y avait 50 options pour un véhicule, alors que pendant ce temps, Honda n'en proposait que deux. Donc, il y a une incidence forte et partager les biais avec ces équipes fait qu'elles seront un peu comme vous, on se comprendra mieux, on fonctionnera mieux et en retour également, les équipes aideront à ce qu'on ne les utilise pas un petit peu trop ou un petit peu de côté, qu'il y ait un pas de côté un petit peu trop important. Donc cela en psycho, ça peut s'appeler conscientiser, c'est un terme qui peut résumer tout ce que nous avons vu, conscientiser les biais cognitifs pour faire du bien à ses équipes et à soi-même. Et c'était la conclusion de ce que je voulais dire avec une citation qui s'affiche. Merci beaucoup de votre infinie attention. S'il y a des questions ou des échanges ou des propositions qui peuvent se faire maintenant, j'en serais très heureux. Francis, moi j'ai une première question pour toi. Est-ce que c'est une permission que tu viens de donner à tous les entrepreneurs de se maintenir dans leurs défauts, de s'y baigner et de s'y complaire, et simplement d'expliquer à leurs équipes que finalement ils sont comme ça et donc ils sont, alors je ne sais pas, on pourrait prendre toute la liste des défauts de la Terre. Est-ce que c'est ça ton message ou est-ce que c'est plus subtil ? Bien sûr, je vois bien sous la question que Patrick sait que ça a été plus subtil, puisque l'idée c'est de retravailler les biais que l'on a de façon à les amoindrir, comme il a été exprimé, à les partager parce qu'ils sont constitutifs du fonctionnement. Il y a des structures d'entreprise où les gens ont plutôt l'habitude de travailler à flux tendu en partie. Donc, exposé, par exemple, le tien qui explique qu'il faut savoir alterner les rythmes, cet exposé sait très bien que c'est une tendance que l'on demande de respecter, qu'elle ne sera pas respectée autant dans certaines structures que dans d'autres. Donc, il ne faut surtout pas flatter les défauts. Un biais cognitif, ce n'est pas n'importe quoi, c'est quelque chose qui a une cohérence, dont on comprend comment il fonctionne, qui s'applique
dans différentes situations qui ne sont pas toujours les mêmes. Par exemple, le fait de prendre un chemin plus long, ça va se voir dans les transports, ça va se voir dans la pensée, ça va se voir dans la manière de prendre des décisions. Donc, si les équipes ont compris que ce biais existe, et si elles le partagent, elles peuvent être en mesure de dire là c'est trop long, ou non, ne définis pas la stratégie pour l'ensemble de ces produits en même temps, il vaut mieux en définir une pour un produit et une autre pour l'autre produit, parce que sinon on n'y arrivera pas. Donc c'est tout le contraire. Hein. Je ne suis pas un ami des défauts, ni du laisser aller, bien entendu, mais ce que je suis n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est qu'en utilisant cette façon de faire, on donne leur chance, on donne sa chance au progrès et à la disparition des défauts. Et on est dans le connais-toi toi-même. Oui, tu connaîtras le monde et les autres. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Francis.